de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat est en partie due à diverses contingences et aux architectes eux-mêmes. Cette mésentente n'a pas permis au ministère d'harmoniser les points de vue et organiser avec objectivité la profession. Aujourd'hui, il est plus que jamais temps de remédier à ce constat qui freine l'épanouissement de ces secteurs d'activité très promoteurs dans les pays émergents. Il s'agit donc d'une étape capitale dans l'organisation de ce secteur. C'est la raison pour laquelle je vous demande de travailler avec objectivité pour amender les textes que vous avez préparés de concert avec les services techniques du ministère. À l'issue de ces travaux, il est donc question de l'adoption du règlement intérieur, du code de déontologie et de l'élection de l'Ordre national des architectes tchadiens. Et puis, je vous le disais dans les titres, la justice tchadienne est en constante évolution. 60 auditeurs de justice viennent d'effectuer la rentrée solennelle ce matin à l'École nationale de formation judiciaire. Ces auditeurs de justice vont appréhender tout au long de leur formation ce que la jurisprudence peut insuffler comme changement dans la société. Marali Joséphine, reportage. C'est la toute première promotion des magistrats bilingues que le Tchad, à travers le ministère de la Justice, entend former. Ceci conformément à l'article 9 de la Constitution de la République qui stipule la formation des magistrats bilingues. Ils sont 60 agents internes et externes à bénéficier de cette formation professionnelle qui durera 2 ans. 30 arabophones et 30 francophones sont répartis dans les différentes filières programmées. Ces futurs magistrats ont été retenus suite à un concours. Le directeur général de l'École nationale de formation judiciaire, Ahmad Soungui Ahmad, se félicite de l'engagement du gouvernement et des partenaires. Le ministre de l'assainissement public et de la promotion de la gouvernance, pour sa part, salue la création de cette école qui émane de la volonté des plus hautes autorités du pays. Ces exigences qui constituent les vertus intrinsèques de tout magistrat, digne de sa toge et à la hauteur d'un pouvoir qu'il exerce au nom de tout le peuple, ces exigences qui seront effectivement mises à l'épreuve plus tard doivent d'ores et déjà vous habiter et vous devez les consolider pendant votre formation. Pour permettre aux auditeurs de justice d'exercer pleinement leurs fonctions, le ministre de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance, Abdoulaye Sabre Fadoul, les exhorte à se conformer à la devise qui est justice, rigueur, ardeur. Aujourd'hui, 15 octobre 2012, le monde célèbre la 5e édition de la journée de lavage des mains sales. À cet effet, le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont organisé une activité de sensibilisation dans le 4e arrondissement de la capitale. Adam Abdelkader. Se laver les mains, le geste paraît anodin, mais il a tout son sens car il permet de sauver des vies humaines. L'organisation de cette journée vise à sensibiliser la masse populaire sur les bienfaits de l'hygiène corporelle. Et pour mieux faire passer le message, les organisateurs ont opté pour une présentation théâtrale basée sur la nécessité de se laver les mains avec du savon. Selon le représentant de l'UNICEF, les statistiques en matière d'hygiène corporelle au Tchad sont peu reluisantes. Une situation à laquelle le ministère des tutelles essaie de résoudre depuis longtemps. Le ministère de la Santé publique, avec l'appui de ses partenaires au développement, mettra tout en œuvre pour vous offrir des soins de santé primaires de qualité en développant l'assainissement de base et l'hygiène qui sont les composantes essentielles de prévention pour lutter contre les maladies dites des mains sales. Selon le chef de service du ministère de la Santé publique chargé de lutte contre la maladie, les risques liés à l'hygiène sanitaire ne peuvent être réalisés que grâce à l'implication de toutes les communautés. D'une célébration à une autre, le village Koundoul, situé à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, a été choisi pour les festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme rurale, 12e édition. Une occasion pour illustrer la modeste importance des femmes rurales dans la communauté de développement rural. C'est une initiative d'Africa Femmes Performantes Tchad en collaboration avec l'Union Espoir des femmes de Koundoul. Gandata Ouhamia. Ces femmes rurales de la sous-préfecture de Koundoul et ses environs, à l'instar de leurs sœurs du monde, font entendre leur voix. Avec l'appui du bureau de Africa Femmes Performantes du Tchad, celles de l'Union Espoir des femmes de Koundoul ont reçu au préalable une formation sur l'entrepreneuriat féminin rural, la problématique de l'octroi et la gestion du crédit et bien entendu les droits et devoirs de la femme.
Ces thèmes exposés par les femmes africaines performantes ont fait l'objet d'échanges et de partages entre les femmes qui ont compris qu'elles doivent prendre l'initiative de gérer régulièrement leur activité, produire les paris pour autonomiser et contribuer efficacement à l'économie familiale nationale. Les femmes de Koundoul ont présenté un sketch qui retrace le quotidien de la femme rurale. Ce sketch intitulé « La femme aux 1000 bras » n'a pas laissé indifférent la ministre chargée des microcrédits en faveur de la promotion de la femme et de la jeunesse qui a rehaussé de sa présence cette célébration. D'après leur sketch qui est très illustratif, j'ai remarqué que c'est la femme qui fait tout. De la conception jusqu'à la scolarisation, c'est toujours la femme. En passant par les ordonnances, tout ça, c'est la femme qui est à la base. Donc, moi, je pense qu'elle mérite une attention très particulière. Les autorités locales de la sous-préfecture de Koundoul promettent juguler le poids des croyances et des traditions sous lesquelles ploient les femmes rurales de cette localité. Bonne fête donc à toutes les femmes rurales. Face à la multiplication des canaux de diffusion et à l'accélération de l'information, l'éthique et la déontologie demeurent les meilleurs garants du journaliste. C'est dans cette optique qu'une journée de réflexion sur l'éthique et la déontologie du journaliste a lieu ce lundi à N'Djamena. Elle est organisée par l'Union des journalistes du Tchad. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. Adoumbe Hortense signe le compte-rendu. Ils sont plus de 60 journalistes venus des organes de presse publics et privés. Ils s'approprient le code d'éthique et de déontologie du journalisme. Dans l'exercice de leur métier, ils sont souvent critiqués, accusés de pratiquer le griotisme et même qualifiés d'incitateurs à la haine tribale. Ils décident d'ouvrir une nouvelle perspective au métier du journalisme à travers l'exploitation du code de l'éthique et de déontologie. Pour le chef du département de l'information et de la communication, le non-respect de l'éthique et de déontologie met la vie du métier de journalisme en péril. Quand on laisse d'autres personnes occuper nos colonnes à travers quelques miettes, quand on laisse d'autres personnes soudoyer, j'allais dire entre guillemets, nos reportages, quand tout simplement nos lignes éditoriales sont dévouées à des insultes, sont dévouées à la haine tribale, quand tout simplement on met à mal la cohésion nationale, nous disons que nous, journalistes, nous devons dire non à cela. Pour les participants, il faut vulgariser le code d'éthique et de déontologie du journaliste. À cet effet, ils sollicitent l'appui de l'UJT et du ministère de l'Information et de la Communication. Et puis un atelier post-forum d'analyse et d'élaboration du système éducatif tchadien se tient à Darda. Les cadres des ministères en charge des questions éducatives planchent une fois de plus sur l'avenir de la renaissance de l'école tchadienne. Amatia Abbas. Un mois après la tenue des travaux du Forum national de réflexion sur le système éducatif tchadien, les responsables du ministère de l'enseignement primaire et ceux du secondaire réfléchissent sur l'avenir de l'école de la Renaissance proclamée par le président de la République, Idriss Déby Itno. L'organisation du présent atelier constitue un titre important vers la dynamisation du système éducatif tchadien. Pour les ministres de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, toute la communauté éducative en général et le président de la République en particulier attendent de cet atelier des résultats convaincants. Aucun sous-secteur, aucune composante ne doit être oubliée. Enfin, ils doivent être crédibles et réalisables à court et moyen terme afin de donner un nouveau souffle et un nouveau départ à notre système éducatif. Les participants à cet atelier post-forum d'analyse auront 10 jours pour se pencher sur les recommandations du forum et leur application. Ceci en vue de satisfaire les attentes de tous les Tchadiens sur l'avenir de l'école. Sachez aussi que depuis un certain temps, l'on constate la circulation des faux diplômes dans l'administration tchadienne et le service du rectorat de l'université de N'Djamena chargé de vérifier et d'authentifier les diplômes
pointé du doigt. Pour plus d'informations, nous nous sommes rapprochés ce matin du directeur de la scolarité et des examens de l'université de N'Djamena. Suivez. Depuis que nous sommes arrivés donc dans ce service, en ce moment-là, j'ai pas mal de diplômes qui normalement devraient être authentifiés, où certains des collègues demandent l'équivalence. Oui, j'ai bloqué ça ici. Parce qu'on ne peut pas brûler les étapes. Vous savez, l'école, le primaire, là, c'est fait de CP1 au CM2, le secondaire de la 6e en terminale, et les études supérieures, l'ancien système était régi donc par le système. Après le bac, vous faites le DEC, après le DEC, la licence, après la licence, la maîtrise, après la maîtrise, le DEA, et d'où ensuite vient le doctorat. Il y avait donc le doctorat du 3e cycle et les doctorats d'État. Sauf que ces appellations-là n'existent plus maintenant. Le problème est général. Je vous assure qu'aujourd'hui, les faussaires sont partout. Sont partout. On ne dira pas seulement que ceux-là viennent de l'Asie ou de l'Europe et ainsi de suite. Ils sont partout. On émet donc des doutes par rapport à tous les diplômes. Nous n'inventons rien. Il y a donc le document donc de base de l'UNESCO, là, voir est-ce que l'établissement là est répertorié. Si oui, alors telle la correspond exactement à quoi? Telle formation la correspond à quoi? Si c'est un bac plus 3, donc on dit à l'intérieur c'est un bac plus 3. Si c'est bac plus 4, on dit c'est bac plus 4. Et ça, c'est reconnu donc par le système qui nous gère présentement, qui est le CAMES. Je demanderai à ce que les gens nous aident, qu'ils mettent beaucoup de moyens à nos dispositions afin de vérifier même systématiquement tous les diplômes de ceux qui interviennent dans nos universités et dans les instituts d'abord. Nous ne pouvons pas, par exemple, demander aux enfants de faire du miracle lorsque nous-mêmes, nous ne sommes pas corrects, s'il y a des manquements même en nous. Parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup viennent avec de faux diplômes. Beaucoup falsifient des diplômes. Nous avons pas mal de diplômes. Il ne se passe pas une semaine sans que je n'envoie des gens ici à la police. Voilà, Bakari Abou, directeur de la scolarité et des examens de l'université de N'Djamena, relativement aux faux diplômes, des propos recueillis par Adoum Abdelkader. Nous nous rendons cette fois à Gosbeida, dans la région de Sila, pour parler de la rencontre d'échange entre le gouverneur et les différentes autorités de la place. Objectif, mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. L'armée belga, la guerre. L'insécurité dans la région du Sila préoccupe les autorités. Pour enrayer ces phénomènes qui mettent à mal la quiétude de la population, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a rencontré les autorités administratives, militaires et traditionnelles. Au cours de ces échanges, le gouverneur a insisté sur le danger que représente la détention illégale des armes de guerre. Il demande à ses interlocuteurs de prendre des dispositions pour permettre le désarmement des civils. Pour la réussite de cette opération, Moussa Haroun Tirgo annonce la création d'une commission mixte de suivi. Selon le gouverneur, la lutte contre la détention illégale des armes de guerre résulte de la volonté des plus hautes autorités du Soudan, de la RCA, de la Libye et du Tchad. Le recensement du cheptel tchadien annoncé par le gouvernement a occupé une bonne place au cours de cette rencontre. Moussa Haroun Tirgo a sensibilisé ses collaborateurs pour la réussite de cette initiative. Le 3 novembre prochain, le Tchad va célébrer la première fête nationale de la transhumance. Dans les régions, l'événement se prépare activement. Le gouverneur du Bata a tenu une rencontre avec les responsables administratifs et traditionnels de la région pour les sensibiliser sur la portée de cette fête. Saint-Tige-Mantar. Le 3 novembre 2012 est un rendez-vous important pour les éleveurs du Tchad. Pour la première fois, le Tchad organisera une fête nationale de la transhumance. Ce sera l'occasion de festoyer, mais surtout de discuter des difficultés que rencontre le secteur de l'élevage. C'est donc pour souligner les enjeux de cet événement que le gouverneur du Bata a rencontré les préfets, les sous-préfets, les délégués des ministères, les chefs de services civils et militaires, les politiques et surtout les chefs de canton. Pour le gouverneur Garbou Dioum Jacob, la réussite de la fête dépend de la mobilisation des éleveurs. Les chefs de canton qui sont continuellement en contact avec eux sont donc invités à les sensibiliser. La fête nationale de la transhumance sera également marquée par le recensement officiel du cheptel tchadien, une initiative qui requiert l'adhésion de tous les éleveurs. Ceux de la région du Bata se doivent d'être mobilisés, a souligné le gouverneur. Et pour atteindre cet objectif, une commission d'organisation de la fête nationale de transhumance
surveillance dans le Bata sera mise en place dans les prochains jours. La suite de cette édition, le bureau de soutien au MPS, dénommé l'Union nationale des bureaux, a désormais un siège. Il est situé au quartier de Djumbal dans le 3e arrondissement de la capitale. La cérémonie a lieu en présence du chargé des bureaux de soutien au MPS. Pour le président de l'Union nationale des bureaux de soutien, ce bureau permettra aux militants du MPS de se retrouver afin d'appuyer la politique du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, une politique axée sur le bien-être de la population tchadienne. Parlons religion à présent. L'Association mondiale pour la prédication islamique, bureau de N'Djamena, en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, organise une session de formation axée sur la méthodologie de prédication. Elle est essentiellement destinée aux imams et prédicateurs de la ville de N'Djamena. Mahamat Abakar Seidouna. Ils sont une cinquantaine d'imams et de prédicateurs à prendre part à cette session de formation. Pendant 3 jours, ces leaders religieux échangeront sur les thèmes relatifs aux normes de la prédication islamique. Ces assises permettront aux imams de réaliser des prédications objectives répondant aux problèmes de l'heure. Pour les organisateurs, cette formation vise à renforcer la capacité des religieux afin de promouvoir un islam tolérant, réprimant toute violence. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Hissène Hassan Abakar, a indiqué que cette formation est le fruit des relations et des coopérations entre le Tchad et la Libye. Le chargé des affaires libyennes au Tchad, Oussama Salim Takina, a pour sa part remercié les participants pour l'intérêt qu'ils accordent aux problèmes de la religion. Des érudits et autres spécialistes en prédication islamique partageront leurs connaissances avec les prédicateurs et imams au cours de cette session de formation de 3 jours. Et puis ce communiqué, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimé Adoumé, et les techniciens de différentes directions de son département ont quitté ce jour hier 14 octobre 2012 pour Rome en Italie à l'invitation de la FAO pour participer à la 39e session du comité de la sécurité alimentaire qui a lieu du 15 au 20 octobre 2012. Au menu de la rencontre, la situation de la sécurité alimentaire, la nutrition et le changement climatique. Un autre communiqué, une mission conduite par Brahim Al-Khalilou, ministre de l'Énergie et du Pétrole, a séjourné à Yaoundé du 10 au 13 octobre 2012. L'objet de cette mission a été de faire le point sur les projets de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'interconnexion électrique d'une part et de la commercialisation des produits pétroliers provenant de la raffinerie de N'Djamena dans la partie septentrionale du Cameroun d'autre part. Hors de nos frontières, l'actualité africaine en bref nous conduit ce soir au Nigeria où le nord du pays est victime des exactions civiles, puis en Libye avec la nomination d'un premier ministre enfin au Cameroun. Afrique en bref, sélection et commentaires, Martin Matizo, AITV. Le village de Gondawa dans le nord du Nigeria est encore sous le choc après la fusillade qui a fait hier 21 morts parmi ses habitants. Les victimes auraient été abattues par un groupe d'hommes armés, dont certains déguisés en policiers. Selon un porte-parole militaire nigérian, cette zone serait infestée de voleurs armés qui n'hésitent pas à s'en prendre aux fidèles à la sortie des mosquées. L'État de Kaduna, où s'est déroulée cette attaque, a été le théâtre de violences intercommunautaires au cours des derniers mois. Le groupe islamiste Boko Haram y a revendiqué des attentats suicides contre 3 églises qui ont provoqué des représailles de chrétiens contre des musulmans. C'est un ex-opposant radical au régime de Muammar Kadhafi qui a été élu hier Premier ministre par l'Assemblée nationale libyenne. Âgé de 62 ans, Ali Zaïdan a 2 semaines pour former son gouvernement. Il a d'ores et déjà annoncé que la construction d'une armée et d'une police sera la priorité de ses priorités. Son élection est intervenue une semaine après l'éviction du Premier ministre Moustapha Abou Gajour. L'Assemblée nationale a rejeté à 2 reprises la composition du gouvernement qu'il avait proposée. Le principal opposant camerounais, John Frundi, a été réélu hier à la tête de son parti, le SDF, pour un nouveau mandat de 4 ans. Âgé de 71 ans, John Frundi est à la tête du Parti social-démocrate camerounais depuis sa création en 1990.
Cette longévité à la tête du parti a été critiquée par certains militants qui ne souhaitent pas le voir briguer pour la 3e fois la présidentielle prévue en 2018. En sport, notre consort de l'AITV Anne-Christine Roth nous donne ce soir les résultats et le classement des matchs allés du 3e tour des éliminatoires de la CAN 2013. Regardez. Dépités, les supporters des Lions indomptables. Ils quittent le stade avant même la fin du match. Malgré le retour de son capitaine Samuel Eto'o, le Cameroun a échoué à se qualifier pour la CAN. Un petit 2-1 face au Cap-Vert, pas suffisant pour faire oublier le revers du match aller. Les Lions indomptables ratent donc leur 2e CAN consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. Ce sont les requins bleus qui connaîtront les joies de la phase finale pour la première fois de leur histoire. On a quand même payé 1 000 francs pour venir ici là. C'est impossible. Nous les supporters, depuis les entraînements, on vient, le stade est massivement rempli. Les gars ne veulent même pas mouiller le maillot. Hein? On va poursuivre. L'élimination, les étalons du Burkina Faso sont passés tout près. 6e minute, la Centrafrique ouvre le score à la surprise générale. À cet instant et compte tenu de leur défaite au match aller, les étalons doivent marquer 3 buts pour se qualifier. 2-1 à la fin du temps réglementaire, rien n'est gagné. Il faudra attendre la 5e minute du temps additionnel pour que le Burkina ait qualification sur une tête d'Alain Traoré. Qualification à l'arraché pour le Niger aussi. Le MENA s'impose 2-0 contre la Guinée dans le dernier quart d'heure. Le Niger qui disputera la 2e CAN de son histoire. On connaît désormais les 16 pays qualifiés pour la CAN 2013 qui se déroulera en janvier en Afrique du Sud. A noter que la Côte d'Ivoire se qualifie sur le tapis vert après le coup de sang des supporters sénégalais à Dakar qui a provoqué l'arrêt du match contre le Sénégal. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télétchad et sur www.onrtv.org. À demain, avec le même plaisir. Bonsoir.